Donc, lors de cet avant-dernier, je vais traiter l'arrière de la jambe et du pied. Et puis, donc, je termine mardi prochain avec les adducteurs, les cuisses, une dame accroupie en train d'accoucher. Voilà. Il y a une omoplate qui est partie? Non. Qu'est-ce qui est parti? Ah bon. Je me disais, c'est bizarre, ça n'a pas la musique d'une omoplate. Alors, allons-y. Ça va, mes outils sont bien accrochés? Bon. Donc, il fait tiède, hein? On va essayer d'être à la hauteur. On se met en aplomb sur la gauche. Là, il y a une erreur. Il faut descendre le bassin dans ce cas-là sur la droite. Est-ce qu'on lève le... Ah mais non, en levant le pied, c'est peut-être pas si faux. En levant le pied... Oui, c'est ça. Non, non, c'est pas faux. Donc, il faut lever le bassin sur la gauche parce qu'on lève ce pied-là. Donc, en fait, on prend... Ah oui, c'est intéressant. Ça n'est pas une... c'est une station hanchée, mais on lève l'autre hanche. Hein, on descend l'aplomb comme ceci et on y va. D'accord? Bien. Il finira par me donner le trac, ce tableau, c'est fou. Allez! On y va. Donc, un fémur. Attendez, un fémur, une tête. Vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Les condyles, l'interligne, le tibia. Un bon aplomb sur le sol, bien ferme. Le tibia, le talon, la malléole externe. Voilà, ensuite. Donc, à l'inverse de ce que je pensais, on ne penche pas le bassin comme si c'était une station hanchée, vous me suivez? Station hanchée, allez, allons-y pour vous être utile. Voilà, je m'en vais et je pose le pied sur le sol. Vous êtes d'accord? Et ça, hop, 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 hop. D'accord? Ça, c'est une station hanchée classique. Hein? Là, en l'occurrence, c'était idiot ce que je pensais. C'est-à-dire il ne faut surtout pas que le bassin s'incline puisque je prends appui sur le pied gauche pour lever le droit ou sur le droit pour lever le gauche. Donc, j'envoie mon bassin, tension, n'exagérons pas quand même, c'est un homme. J'envoie mon bassin comme ceci, je place mon fémur comme cela. Ça ne va pas être bon, je vais être juste sur la couture des deux tableaux, mais ce n'est pas grave. Ensuite, j'aurai, j'espère, mes deux condyles à la même hauteur. Là, j'aurai le haut du tibia. Voyons où est le pied en général. Oui, d'accord. Donc, et j'aurai le pied. Qu'est-ce que tu fais? Le pied ici, ici, ici. D'accord. Donc, la malléole interne sera ici. Le haut du tibia là. La face sous-cutanée du tibia, le chapiteau, voilà, et le péroné là. Donc, voyons un peu comment ça marche, si le raccourci tient, etc.
eh bien, ça pourrait aller. On peut même rallonger la jambe à gauche, hein, puis donner un petit peu plus de nerf. Mais enfin, vous me direz, c'est une simple esquisse. Mais ça manque quand même de nerfs dans l'aplomb, dans l'appui, etc. Allez, tête, hop, col. Alors là, on est à l'arrière, hein, mes amis. Donc, quand on est à l'arrière du fémur, les deux tubérosités se rejoignent pour cette insertion. Vous vous souvenez des fesses de Nureyev mardi, voilà, des espèces de trucs énormes comme ça, hein, comme des haricots en fait. Je ne parle jamais du grand fessier profond. Ça joue, oui, en effet, quand on serre les fesses, mais enfin, franchement, ce n'est pas une activité. Voilà. Donc, un grand fessier profond, si vous voulez, c'est comme une sorte de haricot. Et donc, j'arrondis, mais j'ai tort, crête iliaque, sacrum, coccyx, ligament coccygien. Et ça s'insère, là l'individu est vu de profil, hein, profil tourné à gauche. Et ça s'insère donc sur cette ligne intertrochantérienne, n'est-ce pas? Et voilà, le tour est joué. Et quand vous serrez les fesses, enfin quand quelqu'un serre les fesses devant vous plutôt, vous avez peut-être remarqué que ça crée un creux ici considérable. Eh bien ça, c'est le grand fessier profond, n'est-ce pas? Si, voilà, donc je suis comme ceci à peu près, je vais tout de même faire une chose que je n'ai jamais faite qui est peut-être amusante. Voilà. Voilà, voilà. À ce moment-là, là-dessus, c'est peut-être amusant. C'est un peu petit, non? Non, pas trop, ça va. C'est peut-être amusant pour Valérie, par exemple, de placer le vaste externe, n'est-ce pas? Le vaste externe, ici. Si vous voulez le moyen fessier, voilà, il serait bon que je mette la crête iliaque. Les gens s'y retrouveraient mieux. La crête iliaque, vous voyez, la crête iliaque. Donc, voilà, on ne voit pas tellement le sacrum parce qu'il est caché par la contraction musculaire. Donc, le fémur, qu'est-ce que je racontais? Oui, le vaste externe qui me paraît un peu minuscule. Voilà. Alors, moi, je trouve beaucoup plus intéressant, une fois qu'on a conçu, qu'est-ce que je fabrique? Une fois qu'on a conçu ce truc-là et qu'on sait qu'il est en dessous, de redonner le tibia, mettons, le tubercule de Gerdy. Gerdy étant, pour ceux qui ne sauraient pas, un personnage qui me ressemblait beaucoup 150 ans avant ma naissance, dont le tubercule est là, mais ils m'ont mis une vis. Alors, c'était un prof de morpho extraordinaire et pas du tout d'anatomie. Donc, malheureusement, son livre est très très peu illustré. Si ça vous intéresse, j'ai remarqué à la médiathèque, vous avez la médiathèque qui est comme ça, avec les fenêtres qui sont ici. Vous avez deux longues tables sublimes en chêne, n'est-ce pas? Et je dis ça avec toute la forfanterie qui m'est habituelle. Là, il y a une bibliothèque, hein, ici, ouverte à tout le monde. Prenez pas ma place, c'est celle-là, hein, le vendredi. D'accord? Mais juste derrière moi, c'est pas là, c'est exprès, il y a deux catalogues, Géricault et Duchesne de Boulogne, qui sont directement accessibles si par hasard un jour vous aviez envie de retrouver ma façon de voir certaines choses. Donc, pour Géricault, justement, je parle beaucoup de ce Gerdy. Donc, vous voyez, je place le fascia lata, qui en fait, pour ceux qui me comprennent, me suivent, est une continuité de l'aponévrose du moyen fessier, et je descends
le grand fessier superficiel. D'accord? Et alors ici, on aurait le tenseur du fascia lata. D'accord? Et alors, vous voyez une chose. Les gens du commun pensent que la fesse, c'est du grand fessier. Et heureusement, on ne pratique pas dans les familles les piqûres intramusculaires, sinon ce serait dangerosissime, n'est-ce pas? Les gens pourraient penser qu'on peut faire une piqûre dans la fesse, ici. Ah, on peut tuer quelqu'un. Parce que si l'aiguille est longue, on atteint le nerf sciatique, l'artère fessière, etc., etc. Vous savez très bien que quand on vous dit qu'on va vous piquer dans la fesse, on vous pique dans le moyen fessier. D'accord? Donc, ça, c'est Berthe qui est là. Non, c'est pas Berthe. Berthe est là ou pas? Arlette et Berthe. Non, je veux les voir à la fin de mon cours. J'ai un compte à régler. Alors, donc, en fait, il y a ici le trou du cul, n'est-ce pas, en profondeur. Et pour protéger celui-ci des atteintes diverses, etc., il y a une localisation graisseuse. Voilà ce qui fait la fesse. Et en aucun cas, sauf chez les danseurs qui portent une fille ou quelque chose et qui serrent les fesses, n'est-ce pas? En aucun cas, ça n'est le grand fessier qui détermine le volume de la fesse. Et si c'était lui, ce serait épouvantable. Aujourd'hui, je vais mettre, bien évidemment, les muscles qui sont là et qui vous permettent de retrouver la cuisse. Ça va? Question? C'est utile, non? Question? Non? Bon. Alors, je reprends mon... Alors, oui, je reprends. Et j'étais parti de cette ligne intertrochantérienne, n'est-ce pas? Entre les deux trochantères. Donc là, voilà. Voilà la petite tubérosité. Voilà la grande tubérosité. Voilà la double ligne âpre, qu'on appelle ligne âpre. Mais en fait, elle est double. Elle est bifide en bas, bifide en haut. D'accord? C'est cette ligne qui donne naissance au vaste. C'est de cette rugosité que partent les vastes. Et ici, le court biceps. Voilà. Donc, vous me direz, Debord, vous pourriez au moins dessiner les contours. Debord vous répond qu'il n'aime pas ça. Vous voyez, voilà, c'est cette ligne-là qui est primordiale. Le reste est entamé par le volume musculaire du crural. Ça n'a donc aucun intérêt. Je le fais pour être académique, parce que ici, ça rassure. Voilà. Donc, vous allez voir l'un des plus sublimes dessinateurs. C'est bizarre, je le montre rarement. Les diapos ce soir, à mon avis, sont sublimes. Donc, je ne vais pas trop... je vais essayer de les montrer à l'heure. Eh bien. Donc, Jacques Callot, par exemple, se ficherait bien évidemment des contours. Vous allez voir. Donc, ici, les deux condyles, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'évidence. Tout le monde connaît. C'est pas le bon. Voilà, les voilà. Hein. Les voilà ici, d'accord? On les rend par une espèce de trompe-l'œil comme on peut. Et puis ensuite, on descend. La moindre des choses pour notre intelligence des formes, c'est tout de même de sortir les deux rugosités qui sont là, bien plus présentes. Mais tout de même, vous les voyez pas mal là, non? Ici, là. Et vous savez, elles sont cassées là. C'est extraordinaire sur l'os. Vous voyez ces choses-là, etc. Mais l'os a été percé là pour un montage. Mais là, vous avez deux rugosités en flèche comme ça, deux aiguilles osseuses, qui sont les deux aiguilles des ligaments croisés. D'accord? Alors, ensuite, vous descendez, hop, jusqu'à la malléole interne. Jusqu'à la malléole interne, n'est-ce pas? La malléole externe ne sera pas là où je l'ai mise. Le talon ici, la malléole externe plus bas située. Ma malléole interne, je vais la retendre. Vous avez pensé à éteindre vos portables, j'espère, totalement, même vos messages. Donc, voilà. Ici,
Même on peut en retirer encore. Donc ici, le talon, n'est-ce pas? Voulez-vous, voilà, le talon, vous voyez? Ensuite, j'aurais dû le mettre, attendez, j'aurais dû le mettre un peu plus en dehors. Voilà. Donc, voulez-vous que je vous indique la poulie astragalienne? C'est possible, voilà, oui, ça aide. Et puis, le péroné. Voilà. Donc, nous avons l'arrière du tibia ici et le péroné bloqué sous le tibia, descendant avec des sinuosités qui sont différentes suivant les individus. Donc, on fait ce qu'on veut, d'autant plus que ça n'a aucun intérêt, puisque ça n'est pas perceptible sur le vivant. Question? Aucune? Soyez gentils, retirez-moi la valise. Là. Question? Jean-Max? Oui. Ils ont un air symétrique. Il y a toujours un qui est plus gros que l'autre, il y a un qui est plus... Alors là, je crois vraiment que pour une fois, on peut dire que c'est à peu près équivalent. Moi qui aime tellement que les choses ne soient pas symétriques. C'est pour ça que je me demandais si ça pouvait être symétrique. Oui. Franchement, l'interne a l'air un peu plus haut. Ouais, l'interne est un peu plus haut. Ce qui est logique, étant donné l'obliquité du fémur. Eh bien, tu vois, l'instinct n'est pas si mal quand même, non? J'ai fait l'interne plus volumineux. Mais ça, c'est simplement graphiquement. Alors, voilà. Donc, voilà. La réalité, c'est ça. Alors, on va mettre les ligaments croisés quand même, hein? Parce que c'est tellement... Les gens pensent tellement... De loin, je trouvais que c'était pas terrible, ça. Enfin, ceci dit, je n'ai pas de lunettes, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Arlette, parce que je ne vous vois pas sans lunettes. Mais je préfère ne pas avoir de lunettes pour dessiner. Donc, voilà. Là, je crois que vous voyez mieux l'écartement, n'est-ce pas? Donc, oui, on met les ligaments croisés. Hop, hop. Alors, là aussi, Jean-Max, ils ne sont pas égaux, mais je ne sais pas lequel est le plus fort. Voilà. Donc, on a notre jambe d'aplomb. Je trouvais aussi, de loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, que le talon est un peu mou. Ben, moi, j'aimerais peut-être forcer un peu le 13. C'est peut-être parce que j'ai regardé des dessins de Callot avant de descendre. Forcer un peu le trait et pousser encore le talon en dehors. Voilà. Donc, peut-être pas mettre d'avant-pied, mais on peut peut-être penser qu'il viendra tout à l'heure, etc., etc. Question. Monsieur. Ce qui donne l'épaisseur à la fesse, c'est quand même le fessier profond. Absolument. Absolument. Fessier superficiel, c'est une feuille. Hein? Mais oui, c'est une bonne question. Trochanter est là. Ah oui, il y a même autre chose. C'est que le tendon du fessier profond crée un creux. D'accord? C'est ce creux qui vous permet d'avoir une poche revolver dans lequel vous mettez votre portefeuille ou votre colt. D'accord? Hein? Parce que sans ce creux du grand fessier, il vous serait impossible de nicher quoi que ce soit là-dedans. C'est donc le creux profond qui détermine le creux qu'on voit en surface. Par contre, plastiquement, bien évidemment, la fesse ne fait pas ça. Au Louvre, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'adore Véronèse, donc le moindre bout de Véronèse, je le guette. Ça va me retarder, mais eh bien, je ne sais pas où elles sont en ce moment. Je me demande, je ne sais pas. Mais il y a 2 fresques de jeunesse de Véronèse qui viennent, je crois, du Palazzo Trevisan à Murano. Et alors, il y en a une qui a été évidemment restaurée. Ce sont des femmes pleines, sublimes, comme celles dans lesquelles on rêve de mourir, n'est-ce pas? D'accord? Et alors, donc il y en a une, c'est terrible, qui a une cuisse pleine comme ça, n'est-ce pas? Pleine comme... magnifique.
et puis elle se paye une fesse comme ça, de profil, vous voyez? Enfin, allez la voir, parce que je ne sais même pas le dessiner. Ben ça, c'est une restauration, c'est évident. Ah, c'est pas possible. C'est d'une laideur, c'est d'une laideur. Hein? C'est un crétin. C'est un crétin. Il y en a beaucoup chez les restaurateurs. Et non, je le dis comme je le pense. Il y a aussi des gens très bien, mais il y a vraiment des gens qui ne voient rien. C'est pas possible, c'est monstrueux, n'est-ce pas? Ça, c'est à l'intérieur, bien évidemment. Et donc, vous avez le grand fessier superficiel qui descend comme ceci et la localisation graisseuse, n'est-ce pas? Mais jamais ce truc-là, qui est bien évidemment le pli fessier à l'intérieur. D'ailleurs, mes amis, quand vous dessinez une fesse classiquement, vous faites ça et ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous dessinez le gras de la fesse et le grand fessier superficiel. On y est? C'est comme pour un sein. Hein, si vous faites ça, c'est vraiment pas la peine de venir à mon cours. D'accord? Si vous comprenez qu'il y a, par exemple, le sein gauche, n'est-ce pas, qu'il y a le grand pectoral et le sein, et bien voilà, c'est gagné. Le sein s'accroche sur le grand pectoral sans être posé sur lui. Eh bien, ce rapport de ligne entre la courbe graisseuse et le muscle, entre la courbe graisseuse périanale et le muscle, c'est du même ordre. Ça marche ou pas? Voilà. Alors, je repars et j'essaie de sortir un bassin convenable. Donc, je m'amuse à le monter par là-haut. Donc, j'accroche mes ailes iliaques. C'est bien descendu? Oui, j'accroche mes ailes iliaques. J'aurai mon rachis avec mon sacrum. Je veux que ce soit un mec. Donc, tubérosité iliaque, sacrum, coccyx, que vous ne voyez jamais, n'est-ce pas? Ensuite, anneau pelvien cordiforme, symphyse pubienne, ischion. Donc ici, la crête iliaque, l'épine sciatique, je couvre ça, l'épine sciatique, le trou obturateur, l'ischion, voilà. Et il serait bon que l'autre, là j'ai un peu poussé, c'est vraiment Don Quichotte ayant reçu des tas de coups de pied au cul maternel avec un coccyx complètement déphasé. Mais voilà. Il y a des exostoses du coccyx qui sont extraordinaires dans certains squelettes comme ça, où on voit que le coup de pied au cul était une pratique d'éducation courante. Donc là, c'est tout cassé avec des tas de ramifications. Donc on monte par ici, on redescend là, on va placer l'autre tête, le trou obturateur, l'autre, attention c'est un homme, donc on referme, ça ne va pas, c'est pas assez bas, voilà, la symphyse pubienne, elle pourrait tout de même être un petit peu plus là, ça pourrait être plus par ici, voilà, décidément je ne dessine plus du tout comme autrefois, et ici l'épine sciatique, on couvre la tête, voilà. J'ai intérêt à aller regarder ce que ça donne. Voilà, parce que j'ai très peur. Voilà. Ça, quand je dis voilà 3 fois, c'est que j'ai un trac épouvantable. Bien, allons-y. Et la suée suit. C'est pas mal. Pas mal du tout. L'aile iliaque à droite est moche. Hein. Elle est trop... Comment? Je ne sais pas comment. Voilà. Donc, voilà. Bien, ça vous va? Oui? Non? On repart. Alors, on repart avec l'autre, n'est-ce pas? Donc, on a la ligne intertrochantérienne, on recommence. La ligne, comment on dit? La ligne âpre, bifide en haut, bifide en bas. Les deux condyles, toujours à leur même place. Jean-Max nous obligeait à remarquer
que le condyle, il y a donc une erreur en dessous, il faudra que je rectifie, que le condyle interne est... c'est bizarre, j'ai dû me tromper, moi. Non, c'est ça, que le condyle interne, décidément, il faut en apprendre jusqu'au dernier moment. Le condyle interne est tout petit peu plus haut que le condyle externe. Voilà. Voilà, et c'est devant ces condyles que je vais mettre mon tibia. Donc, je suis trop... Voilà, je nettoie. Je place la... Oh, c'est mou, la tubérosité interne, et je couvre tout ça. J'aurais pu le faire en blanc, non? Je couvre tout ça avec le tibia. C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon, ça? Oh, chic! Regardez, bam! D'accord? J'accroche mon tibia. Voilà. Et je pars en fuite. Et je pars en fuite vers ma malléole interne. Voilà. D'accord? Je pars en fuite vers ma malléole interne. Et bien évidemment, je fais ça parce que j'ai déjà dessiné le pied. Sinon, je ne saurais pas très bien où aller. Hein? Donc, j'ai ma malléole interne ici. Je pars de là. J'ai l'arrière du tibia ici. Est-ce que je vois le péroné? Oui, je vois un peu le péroné. Voilà, comme ceci. Et alors maintenant, il faut s'accrocher, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dessiner le dessous du pied, ce qui n'est pas très, très intéressant, mais quand même, il faut le faire convenablement. Donc, voilà l'astragale, os long situé sur le bord externe. Il ne faut pas trop rentrer sur le bord interne de bord. Qu'est-ce qui te prend? Donc, voilà l'astragale. Dans la continuité de l'astragale, le cuboïde, mais il faut pédagogiquement donner la gouttière, vous la voyez sans doute pas, la gouttière qui est là, c'est tout gris. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas me servir du fil qui est là. Je n'ai pas de fil, je n'ai pas de ficelle. Je vais déchirer un petit bout de chiffon. Voilà. Voilà, la gouttière. Ah ben j'ai l'autre pied, j'aurais pu faire ça avec l'autre pied. La gouttière, vous voyez, elle est là. D'accord? Vous voyez, je retire, elle est là. D'accord? Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'elle vise bien sur la tête du premier méta. Donc, comme vous le savez, c'est la gouttière. Regardons où elle est. Voilà, c'est la gouttière. Voilà. C'est la gouttière du cuboïde où va passer le long péronnier latéral. Donc, pardon, veuillez m'excuser, j'ai des problèmes. Alors, oui, ça c'est somptueux. Mon pied va être trop grand, mais ça ne fait rien. Allez, ça c'est la styloïde du 5e méta. Hop, voilà, 5e orteil. Ça c'est très très lourd et moche. Voilà. Voilà, 5e méta. Et alors maintenant, je peux mettre, si vous voulez, le sustentaculum tali. Pour ceux qui me suivent, il est là, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le passer en blanc. J'ai un énorme pied en plâtre, mais c'était tout de même pas le soir à l'apporter. Vous voyez, le soutien du talon. Ça appartient à ça, au calcanéum. C'est un espèce de soutien, sustentaculum tali. Enfin, franchement, c'est tellement joli, cette expression latine. Donc, sustentaculum tali, n'est-ce pas? Et puis, en arc au-dessus, l'astragale. Ensuite, le scaphoïde. Ensuite, le cuné. Ensuite, le premier méta. Où est le 5e? C'est génial, ça marche. Voilà, le premier méta avec sa tête. La phalange, la phalangette. Et puis vous faites ce que vous voulez pour le reste. 1, 2, 3, 4. Voilà, des petites têtes arrondies comme ça, des petits bouts d'orteil. Voilà, et c'est gagné, j'espère.
Peut-être que ça manque un peu, non, d'arc ici, là. Voilà. Peut-être que ça manque un peu de sentiment du talon. Le sentiment du talon. Mais oui, ça manque diablement de sentiment. Voilà. Et peut-être aussi, ça manque ici. Voilà, puis je vais m'éloigner pour voir. Peut-être c'est un petit peu mou à droite. Le tableau est relevé, oui, tant mieux. Alors, oui, alors écoutez, je croyais que le pied serait trop grand, il est trop petit. Ça, c'est ma vie ici, n'est-ce pas, entre mon nez collé sur le tableau noir et vous qui êtes à distance. C'est effarant, non? Alors, donc, voilà, j'en remets un peu. Premier méta, hop, tête arrondie, premier orteil, et là, à l'inverse de ce que je croyais, il faut aller plus loin. Cinquième, premier, voilà. Et puis, donc, les intermédiaires ici. Par contre, je crois que tout de même, il faut donner le creux. Hein. Voilà, oui, ici. Voilà, voilà. Voilà, là, ça prend trop la lumière. Voilà. Voilà. Ça doit être mieux, ça, non? Allons-y. Voyons. Voilà. Bon, il y a l'effet sur la comment ça s'appelle? Sur la face interne du tibia est un petit peu bêta. On va regarder ça. Autant finir en beauté. Oui, c'est là. Là. Ça manque de... Hop. Hop. Voilà, c'est meilleur. Donc ici, je vais passer du jaune pour qu'on sente évidemment le raccourci du tibia. Et ça, c'est le péroné. Question. J'ai fini la charpente. Et il est moins le quart. C'est bon? Même pas. Moins 20. C'est bon. Question. Alors, comme vous le savez, nous sommes au début de l'année, n'est-ce pas? Que savons-nous? Qu'avons-nous vu jusqu'à maintenant? Nous avons vu les solaires, tout le système, là, n'est-ce pas? Jumeaux, etc., etc. Donc, on va peut-être repartir de ce que l'on sait. La chose vraiment, l'une des choses ennuyeuses pour moi, c'est que, ayant voulu que dans cet endroit, ce département de morphologie, cessasse toutes les dissections, n'est-ce pas? J'ai toujours eu une gêne à revenir à l'anatomie, c'est-à-dire à des connaissances très profondes sans lesquelles je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire comprendre la forme. Et là, c'est un des points où vraiment je ne peux pas me passer d'une notion anatomique dont je vous ai déjà parlé ces jours-ci. C'est une ligne qui est là. Vous voyez, je suis forcé de vous la sortir même artificiellement, parce que si je pratique tous les éclairages possibles en lumière rasante, vous la verrez quasiment pas. C'est très étrange. Vous voyez, franchement, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez, vous me direz peut-être oui pour me faire plaisir, mais elle n'est pas... Là, on la voit mieux, oui. Voilà, et elle remonte ici jusqu'à la tête du péroné. Voilà. Eh bien, à cause, non pas de cette ligne, mais de ce qui l'a engendrée, n'est-ce pas, toute la jambe est étrangement et asymétriquement bâtie. Il y a donc une ligne, là, qu'on appelle la ligne poplitée, parce qu'au-dessus, notion anatomique aussi, c'est-à-dire profonde, visible seulement à la dissection. Tomei, ça veut dire couper en morceaux, n'est-ce pas, disséquer.
pour ça que je détestais l'anatomie. D'abord parce qu'il fallait apprendre des choses, et ensuite parce que j'avais l'impression qu'on ne faisait pas comme les Grecs, n'est-ce pas, qui n'ont jamais disséqué personne, mais qui vivaient nus entre hommes, comme un homme de cheval obsédé par les chevaux les voit nus à longueur de journée et ne peut pas sortir de sa fascination. J'imagine bien un Praxitèle, un céramiste grec, etc., incapable, Euphronios, etc., incapable de ne pas regarder un homme nu qui passe, et de le lire. Donc la démarche grecque antique n'est pas du tout une démarche anatomique. À l'inverse, la démarche de la Renaissance, avec tous ces types chapeautés, habillés, etc., basée sur la dissection de Michel-Ange, Léonard de Vinci et d'autres, les Paoli, etc., est tout à fait différente. Et ici, avec mes prédécesseurs, c'était vraiment une démarche anatomique qui avait du cadavre. Donc, j'étais toujours embêté quand j'avais à parler de ça. Mais bon, j'en parle, et puis c'est fini, on n'en parle plus. D'autre part, autre notion, mais ça, il suffit de manger du poulet pour le savoir, autour des os vivants, il y a un périoste. N'est-ce pas? Si vous prenez un os, mettons un tibia, eh bien, sur un os vivant, il y a une nacre autour de l'os, comme ceci, et vous savez très bien que de cette nacre, si le poulet n'est pas trop cuit, partent, n'est-ce pas, des choses qu'on appelle du nerf dans la vie courante, et qui sont en fait des loges aponévrotiques, on voit passer des tendons, etc., etc. Pour la jambe, si c'est une jambe droite, il y a des loges qui sont situées comme ceci, etc. Là, c'est celle des jumeaux et des fléchisseurs. Là, il y a celle du jambier et de l'extenseur, les péronniers, et puis je me suis trompé. Voilà, ici. Donc celle-là revient plus en avant. Voilà. Tout ça, vous voyez, je suis assez nul du point de vue des loges, alors que les médecins, évidemment, sont beaucoup plus compétents. Donc, ah oui, j'aurais dû dire aussi que si on a deux os comme à l'avant-bras, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ça? Un cubitus, un peu la même coupe d'ailleurs, un radius, voilà. Eh bien, on a le plus souvent, naissant des périostes, des parois intermusculaires. Des parois intermusculaires. Voilà. Donc, des parois interosseuses, j'aurais dû dire, sur lesquelles les muscles, on dit parois intermusculaires quand ça sépare des loges, c'est la même chose, les muscles peuvent venir s'agripper, glisser devant, etc. Triceps, longue portion, etc. Je ne suis pas très amateur de coupe, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Ça aussi, parce que la coupe, c'est l'anatomie, c'est tout le truc. Donc ici, vous avez une paroi interosseuse, n'est-ce pas, qui descend du tibia jusqu'au péroné. Et donc, vous le savez, dans la profondeur, vous avez trois muscles fléchisseurs. Mettons celui du milieu, le jambier postérieur, l'interne, le fléchisseur commun des orteils, l'externe, paradoxalement, le fléchisseur du gros orteil. Le jambier postérieur donne un tendon qui vient en arrière de la malléole, ici, en arrière de la malléole, ici, se terminer sur le tubercule du scaphoïde. Ce tendon, on le voit, il crée un petit angle, je vous l'ai déjà montré, il crée un petit angle lumineux, pointe à la ligne. Pas très intéressant, vous voyez, il renforce le dessin de la malléole. Et là, voilà le tubercule du scaphoïde. J'ai un petit ulcère variqueux, sinon ça ferait, voilà, vous devez le voir, une ligne tendineuse, une petite ficelle. Donc là, c'est très facile de le dessiner. Là, n'est-ce pas, il passe ici, etc. Mais bien évidemment, ça n'est pas la forme superficielle. Si je dessine, qu'est-ce que c'est? C'est celle-là? Non, ce n'est pas celle-là. Si je dessine, n'est-ce pas, ce volume ici,
ça remplira ça. N'est-ce pas? Ce sont donc les fléchisseurs. Et le jambier postérieur situé au milieu, entre les deux, me donnera ce tendon. Les autres fléchisseurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire le fléchisseur commun des orteils va passer là, le fléchisseur du gros orteil va passer là. Quand je dis ça sur mon schéma, on ne comprend rien. Quand on regarde sur le vivant, on voit que c'est en profondeur, c'est absolument pas lisible. Donc, le tendon du jambier postérieur qui est au milieu des deux autres fléchisseurs peut être un peu visible, il va sur le tubercule du scaphoïde, là où je mets mon gros index, là, n'est-ce pas, c'est tout fin. Voilà. Si vous voulez, voilà le jambier postérieur, n'est-ce pas? Ici, voilà. Les autres, on ne peut absolument pas les voir, passent là pour aller en dessous du pied. D'accord? Donc, tout ça, c'est bien gentil, mais on s'en fout. Au-dessus, on a un muscle en forme de poisson, n'est-ce pas, de sol, qu'on appelle le solaire. Donc, tout ça est enveloppé, et cette sole a un tendon dans le bas qui ne va pas du tout sous le pied, mais qui va au talon sous le nom de tendon d'Achille. Donc, ça devient plus sérieux, n'est-ce pas? Voilà, on sort le tendon d'Achille, voilà, ici, on place la sole en question, le poisson, n'est-ce pas? Voilà, on enveloppe avec ce poisson plat les muscles profonds, n'est-ce pas? Et nous voilà avec le solaire. Le tendon d'Achille est un tendon anatomiquement, c'est bizarre aujourd'hui, j'évoque beaucoup ce terme, très très complexe. Heureusement, sur le vivant, cet arbre se réduit à une espèce de branche plane qui ne pose pas trop de problèmes. Ce que je dessine là, en fait, en réalité, c'est plein de faisceaux qui s'en vont dans des directions assez complexes. Mais ça simplifie sous le regard, ce qui est vraiment ma chance. Un petit peu plus de tendresse là, un peu plus de tendu là, et le tour est joué. Et là, bien évidemment, n'est-ce pas, nous n'allons certes pas en arrière de la malléole interne, ni même en avant du calcanéum, n'est-ce pas? Nous allons carrément sur le dessus du calcanéum, d'accord? J'ai même envie de mettre un trait de fusain pour l'indiquer péremptoirement, d'accord? Voilà donc votre solaire, qui est donc un extenseur de la plante du pied sur la jambe, n'est-ce pas? Qui s'accroche à l'arrière de la jambe et vient sur le talon. C'est donc un monoarticulaire, si je puis dire, parce qu'il y a un nombre fou d'articulations. Mais il ne saute qu'un ensemble articulaire. Question? Berthe, vous viendrez me voir à la fin du cours. C'est gentil. J'ai une punition pour vous. C'est une blague. Oui, vous êtes autorisé. Oui. Des chevaux. Est-ce que c'est ça chez le cheval? Mais c'est une pratique qui remonte jusqu'aux guerres, jusqu'aux chroniques les plus anciennes. Pour se débarrasser d'un ennemi à cheval, il n'y a rien de meilleur.
Oh, c'est moche, on peut s'en passer, non? Donc, pardon. Donc, ici, n'est-ce pas? Hop, hop. Voilà. Voilà. Donc, l'omoplate, n'est-ce pas? Le bras, complètement confondu. Le coude, l'avant-bras réduit à un os, avec un tout petit bout de crâne derrière. N'est-ce pas? Le poignet, etc. Ici, le bassin, n'est-ce pas? Ici. Très compliqué. Le sacrum, ici. Donc, la fesse du cheval, je vous en supplie, est là. Son trou du cul est là. Il n'a jamais été ici. Donc ça, c'est l'arrière-cuisse. Donc, vous avez une chose assez difficile à dessiner, sont l'imbrication des muscles de la cuisse. Le trochanter est là, dans les muscles de la jambe, n'est-ce pas? Donc, pardon, les muscles de la cuisse, ici, les muscles de la jambe. Et alors, là, les ischio-jambiers dont on va parler tout à l'heure descendent comme ceci. La rotule est là, et vous avez tout de suite ici le talon, n'est-ce pas? Ici, le méta, le seul doigt du cheval, n'est-ce pas? Comme ici, vous avez là l'avant-bras. Est-ce que ça va, ça? Ici, c'est le tibia, n'est-ce pas? Là, c'est le, comment ça s'appelle? Le radius, n'est-ce pas? Ici, vous avez le poignet, etc. Bon, donc là, vous avez le talon, n'est-ce pas? Et puis ensuite, vous avez le doigt, comment ça s'appelle? La phalange, je suis très troublé, je ne sais pas pourquoi. La phalangine, la phalangette et l'ongle, mais pas sous forme de sabot. Mon pauvre petit cheval, il a vraiment des problèmes. Mais enfin, l'important, c'est ça. Pour le sabot, vraiment, est très laid. Bon, mais, si vous voulez, le tendon d'Achille, chez le cheval, n'apparaît que là. Les ischio-jambiers, que je vais dessiner tout à l'heure, c'est pas trop ridicule. Il fait peut-être un peu âne, non? C'est mignon, un âne. Voilà. Voilà, ça lui va beaucoup mieux, non? Vous trouvez pas? Et alors, donc, les ischio-jambiers descendent comme ceci, il ne reste que ça. Et en fait, on ne dit pas jumeau chez le cheval, heureusement, on dit gastrocnémien. Donc, quand vous regardez, c'est malheureux que je n'ai pas une diapo d'un cheval ou d'un dessin de Jéricho, quand vous regardez l'arrière d'une jambe, je ne vois pas pourquoi j'ai effacé, c'était beaucoup mieux avant, vous voyez sur cet espace-là le tendon du gastrocnémien. On ne peut pas dire tendon d'Achille pour un cheval. Et il suffit de le couper, c'est fini. Le cheval s'effondre. Car tout l'équilibre des antérieurs et des postérieurs s'achève en un instant. Ah oui, oui, de tout temps, on a coupé les gastrocnémiens des chevaux. En fait, c'est l'équivalent de la faiblesse d'Achille, si vous voulez, pour un cheval, quoi. Ben, regardez au tennis, c'est la chose la plus dangereuse, je crois, qu'on me contredise. Hein. Moi, je suis incompétent. Mais je crois que c'est la chose la plus dangereuse pour un tennisman que de se briser, on ne dit pas briser, de se le tendon d'Achille, c'est-à-dire de le déchirer. C'est ça? Vous m'avez dit, de se déchirer le tendon d'Achille. Avouez que déchirer, c'est un peu faible. Elle va pour une chose gravissime, bien plus grave qu'une fracture osseuse. D'accord? En général, ils s'en remettent, mais ils savent qu'ils ont ça dans leur passé et ça les marque. Donc vous avez là le solaire, n'est-ce pas? Vous ne voyez jamais les jumeaux d'un cheval. Ils sont perdus là-dessous, n'est-ce pas? Parce que les ischio-jambiers descendent très très bas. Donc, par contre, chez l'homme et chez les cyclistes en particulier, vous souvenez-vous que tout à l'heure, j'ai dit que ceci était monoarticulaire, sautait l'articulation de la cheville, n'est-ce pas? Eh bien là, nous allons faire intervenir les biarticulaires en accrochant
deux tendons, l'un qui a de la place, l'autre qui n'en a pas, n'est-ce pas? Voilà. Et on va placer, calme, on va placer les jumeaux, expression affreuse s'il en est, mais dire gastrocnémien, avouez que c'était pas possible non plus, n'est-ce pas? Donc je me suis laissé aller à la vulgarité courante. Donc voilà le jumeau interne, un coup de fusain ne fera pas de mal, non? Le jumeau interne qui revient comme le fait la longue portion du triceps en se jetant, n'est-ce pas? Ces fibres-là se jettent sur les arborescences. Hein, je n'ai pas voulu tout dessiner, mais je vous ai dit que c'était comme un arbre avec des branches sur les arborescences du tendon d'Achille. Donc, en fait, voilà le jumeau interne, arrondi, relativement présent, etc., etc. Le jumeau externe, rien à voir, petit, étroit, pointu. Donc, ils ne sont pas du tout jumeaux. Hein? Sauf chez les gens vulgaires, c'est-à-dire quand on fait du bodybuilding, évidemment, tout se déforme et ça peut devenir tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc, voilà. Vous en aurez d'ailleurs tout à l'heure. Vous aurez un monstre féminin dont vous ne vous rendrez pas compte à la première vue que c'est une femme. Là, je force énormément, mais je trouve ça assez beau. Je ne suis pas mécontent de moi. N'est-ce pas? Vous avez donc le tendon d'Achille que j'ai monté discrètement. On croirait un peu, pardonnez-moi de me vanter, on croirait un peu une jambe d'Éthiopien. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un type qui court sur 40 km avec une jambe très, très asymétrique et des jumeaux très caractérisés. Hein? Voilà, c'est amusant, ça. Il a le jumeau interne un peu lourd pour ce genre de superbe animal, n'est-ce pas? Je dis animal avec tout le respect que je porte aux chevaux et aux Éthiopiens. Kenyans et autres, vous savez, qui sont des sublimes beautés humaine. Voilà, je suis très très content de cette jambe-là. Vous pouvez la mettre dans vos annales. Voilà. Voilà. Question. Monsieur, pourquoi vous vous cachez derrière un pan? Asseyez-vous. C'est pénible pour moi, vous savez. Alors, ce dont Berthe m'a fait parler tout à l'heure, c'est-à-dire l'imbrication, n'est-ce pas, des jumeaux à l'intérieur, j'aurais pas dû prendre du bleu, à l'intérieur des ischio-jambiers, avec si peu, n'est-ce pas, de tendons d'Achille et de gastrocnémien visibles chez le cheval. Chez l'homme, comme il ne se tient pas replié, mais étendu, n'est-ce pas, il n'y a pas cette imbrication. Que fait-on? Les ischio-jambiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des muscles qui partent de l'ischion, l'os sur lequel... Avez-vous éteint vos portables? D'accord? Est-ce que ma face... Tiens, Cyril est parti. Ça va, je me tiens convenablement. D'accord. Donc, les ischions, c'est... Oui, enfin, sans me parler. Les ischions, c'est ce sur quoi vous êtes assis, n'est-ce pas? Parfois, vous déplacez vos fesses pour irriguer un peu vos ischions et vos muscles fessiers. Donc, les ischions, ce sont justement les os qui reçoivent les tractus fibreux, n'est-ce pas? Qui maintiennent la fesse. Si vous n'aviez pas de tractus fibreux, bien évidemment, la fesse descendrait sur les condyles. D'accord? Donc, vous partez des ischions. Là, Léonard de Vinci est adorable dans ses manuscrits, n'est-ce pas?
Enfin, de toute façon, il est tout le temps adorable, dans le sens profond d'adorable, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on l'adore, quoi. Et il dit, pourquoi pas se servir de 2 ficelles? Et je trouve que c'est d'une beauté absolument extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, je pense évidemment à, quand on dessine une courbe, on pense à la droite qui la sous-tend. Donc, on tend des ficelles, vraiment, il n'y a pas mieux, n'est-ce pas? On tend des ficelles de la tête du péroné à l'ischion et comment ça s'appelle? De la patte doigt. La tête du péroné, c'est évident. La patte doigt, c'est ça. De la patte doigt à l'ischion, lieu d'insertion des ischio-jambiers. Donc, quand vous prenez l'arrière de vos cuisses, n'est-ce pas, vous avez une masse charnue extrêmement homogène. Vous verrez tout à l'heure un footballeur qui a été autrefois célèbre, un footballeur brésilien qui s'appelle Pelé, et qui avait un point commun avec le pape, c'est d'embrasser le terrain de football sur lequel il arrivait. N'est-ce pas? La première des choses, c'est qu'il se mettait à genoux, il faisait un petit béco à la pelouse. N'est-ce pas? Donc, ça donne l'occasion de voir les ischio-jambiers qui sont absolument magnifiques et tendus comme des cordes. N'est-ce pas? Donc, vous placez le biceps allant de l'ischion à la tête du péroné, biceps, alors oui, mais vu de profil, n'est-ce pas? Si je le dessine de profil, ma cuisse étant comme ceci, je l'ai fait, je crois, l'autre jour, si je le dessine de profil, c'est très facile à comprendre. Encore que ce ne soit pas du tout comme un biceps de bras, n'est-ce pas? Le biceps du bras, vu de face, tout le monde sait qu'il descend plus bas du côté interne. Là, il y a une poulie de réflexion. Le tendon est là. Là, il y a comment ça s'appelle? Une bandelette arciforme, etc. C'est bizarre, hein, j'ai déjà tout oublié. Comme si j'avais... Tout ce qui ne va plus me servir, c'est parti. Hein? Je ne me souviens plus de rien. Donc, bandelette arciforme ici. Alors, vous voyez, le biceps, c'est ça. N'est-ce pas? Le tendon est là, bandelette arciforme, un tendon qui fait poulie de réflexion, un autre truc direct. Bon, le voilà le biceps, n'est-ce pas? Celui-là, alors, vous avez 2 faisceaux qui sont plus ou moins parallèles. Les gens vulgaires finissent par en faire 2 trucs ignobles, etc. Bon, mais ça, ce n'est pas le cas. Le biceps de la cuisse, ce n'est pas du tout ça. Hein. Vous avez une partie longue et sur le tendon se greffent des fibres courtes. Mais bon, ça, c'est en vue de profil. Lorsque l'individu est debout, sa rotule ici, ces jumeaux-là, n'est-ce pas? Donc ici, ça n'est pas le cas. Tout est en raccourci au niveau du court biceps. Donc nous avons la longue portion. Ce que nous avons vu là, n'est-ce pas? Nous le regardons par ici, par l'arrière. Cette forme tubulaire ne se modifie pas. Le tendon, n'est-ce pas? Pas de problème, le voilà. Alors lui, Dieu sait s'il est visible, et nous le verrons tout à l'heure dans les diapos. Par contre, le court biceps, n'est-ce pas? Les fibres charnues qui viennent de l'arrière de la ligne âpre, n'est-ce pas, ici, vers le tendon, ne font qu'une masse oblongue en raccourci. Et comme elles viennent vers nous, nous n'en avons pas du tout l'appréhension formelle, d'accord? Donc, ça devient une forme assez simple, voilà, constituée de 2 éléments, voilà, qui descend, si mon trait de fusain était plus aigu, ça ne serait pas plus mal, voilà, qui descend sur la tête du péroné, d'accord? Et ça, tout à l'heure, dans les diapos, ça va être d'une évidence tellement importante que ça en sera beaucoup plus présent que dans ce schéma. Je peux peut-être renforcer un petit peu le volume de la longue portion, voilà, n'est-ce pas? Et la courte. Bien, bien. Là, vous sentez que la courte part vers l'avant, n'est-ce pas? Ici. D'accord? Voilà. Partant... Question. Jean-Marc. La courte portion du biceps de la jambe,
sur la ligne A. La rotule qui est là devant, etc. Donc, je dessine une chose invisible, c'est-à-dire ceci, n'est-ce pas, sous le vaste externe. Donc, tu as une distance considérable entre le tendon du biceps et la ligne âpre qui est à l'intérieur. Tu m'entends bien? Vous m'entendez bien. Donc, toutes les fibres du court biceps, vous voyez, sont non seulement très étendues, mais distendues, et la forme se creuse. Tandis que si je fais ceci, n'est-ce pas? Si je fais ceci, ou du moins cela, qui est plus simple, vous voyez, je suis désolé, il y a encore un bleu, ça c'est le sillon de X, ça c'est le tendon du biceps, mon court biceps est complètement resserré, n'est-ce pas? Parce que là, j'écarte, étant donné le bras de levier sur la tête du péroné. Vous verrez tout à l'heure une diapo une vieille diapo d'un type qui saute en hauteur. On se dit qu'il y a une erreur, la tête du péroné paraît là, n'est-ce pas? Donc l'écartement est considérable, il devient presque un cheval, d'accord? Donc, à toute proportion gardée. Donc la tête du péroné est plus ou moins haute suivant les individus, évidemment, plus le chapiteau tibial est volumineux, plus la tête du péroné est basse, n'est-ce pas? Mais ici, donc, ce sont deux formes très très contrastées. Là, vous voyez, il y a une grande distance pour le court biceps qui s'étale, etc. Là, il est resserré. Moi, ce n'est pas du tout extraordinaire, puis j'aurais dû éteindre la lumière. Mais vous voyez, ça fait un tube, carrément. D'accord? Donc, en effet, il s'insère à l'arrière de la ligne âpre. De telle façon qu'il s'étend en avant lorsque vous êtes fléchi et qu'il est resserré, n'est-ce pas, lorsque vous êtes étendu par la situation des formes qui sont de part et d'autre. Question? Oui, madame. Non. Non. Les tendons des jumeaux, ça, ce sont les difficultés d'un dessin au tableau. Les tendons des jumeaux vont sur les condyles et lui passe là et va sur la tête du péroné. D'accord? Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il y a deux muscles. Allez, j'y reviens une dernière fois. Un samedi matin, dans mon enfance, voilà, ma mère m'avait dit « Va chercher un gigot ». Nous recevons Monsieur X samedi soir. Va chercher un gigot chez le boucher. J'avais déjà commis quelques actes. N'est-ce pas? Quand on avait percé, j'habitais aux Halles, je voyais les Halles. J'ai vécu mon enfance au milieu des Halles. Quand j'allais à l'école communale, je partais de la rue Beaubourg, j'allais rue Saint-Martin. Très tôt, vers midi déjà, il y avait de sublimes putes qui étaient au coin de la rue Chapon et qui m'appelaient de tous les noms possibles. Mon chéri, comme tu es joli, comme tu es mignon. J'avais une barrette dans les cheveux et je faisais l'enchantement des prostituées. Donc, et je disais à ma grand-mère Rachel, qui était la femme la plus raffinée que j'ai connue dans ma vie, elle n'avait qu'une redingote, mais quelle redingote, un être absolument délicieux. Je lui disais, ces dames sont vraiment charmantes, ça change de ma mère. Et elle me disait, c'est pas tout à fait le même genre, mon petit. Donc, à cette époque-là, on a percé un trou, boulevard Sébastopol, pour faire une entrée de métro que je vois souvent avec une certaine mélancolie. Et quand on faisait ce trou, on l'a fait dans un cimetière. Donc il y a des tas d'os qui sont apparus, des fémurs, des tibias, etc. J'étais en 7e, j'avais un instituteur que j'adorais, qui nous a fait faire une carte de France en relief, il nous l'a fait peindre, mettre les rivières, les forêts, etc. Ce qui fait que j'adore me promener en France et je me promène dans la carte de mon instituteur, n'est-ce pas? C'était un type que j'adore. Donc je me suis dit, il va être content. Donc j'ai pris tous les fémurs, tous les tibias que je pouvais rapporter et je les ai mis en bas de l'escalier. C'est un petit immeuble rue Beaubourg qui existe encore sans concierge, 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Donc ma mère avait un pouvoir de surveillance, n'est-ce pas? Elle dénichait toutes mes cachettes, etc. Et j'aurais bien élevé des souris pour qu'elle eût plus peur, n'est-ce pas? Il y en avait, mais je trouve qu'il n'y en avait pas assez, ça ne protégeait pas assez mes choses. Et évidemment, elle a déniché
mon stock de fémur et de tibia. Que croyez-vous qu'elle fit? Eh ben, elle m'a obligé à les reporter. C'était un peu comme de donner mes jouets aux enfants nécessiteux. C'est toujours charmant de demander ça à son enfant, n'est-ce pas? Et j'ai dû rapporter les os là où je les avais pris, me rendre compte que c'était des gens morts qui avaient souffert toute leur existence. Pour ma mère, la vie n'était qu'une souffrance perpétuelle, surtout quand elle me voyait, n'est-ce pas? Et j'ai dû aller en confesse le jour même, n'est-ce pas? Le curé m'a reçu très gentiment. D'ailleurs, il était très caressant, ce curé, donc tout s'est arrangé. Donc, le jour du gigot, voilà que le gigot arrive. Que voulez-vous que je fasse devant un objet pareil, avec un instituteur pareil et une mère pareille? Je me suis dit, comme c'est intéressant, c'est plein de muscles, de tendons. Je ne savais pas que j'allais venir là un jour. C'est bizarre quand même. Et j'ai disséqué mon gigot sans me rendre... J'ai commencé un petit peu, vous voyez, à ouvrir. Et à la fin de la matinée, c'était un palmier. Je suis retourné chez le boucher, un peu consterné en me disant, elle va m'engueuler, mais je m'en fous, c'était très bon de disséquer. Et il va mettre des ficelles, ça fera un peu un rôti. Ça a été absolument dramatique, mais je m'en foutais. J'aimais bien parfois lui faire comprendre certaines choses auxquelles elle ne comprenait rien, et elle est partie sans les comprendre. Et alors, je me souviens en particulier du bruit, et je n'oublie jamais ça, du bruit que faisaient les faisceaux musculaires lorsque je les sortais les uns des autres. En fait, les faisceaux musculaires s'embrassent, si vous voulez, s'enferment dans des loges aponevrotiques. Les loges rentrent dans des loges. À chaque fois que je levais un muscle, c'était absolument somptueux. Il y avait une espèce de volupté, rien à voir avec une dissection où tout pue, etc. Rien. Là, c'était du frais. Et en plus de ça, un animal avec des formes, etc. Donc, je sortais, par exemple, maintenant je le sais, le demi-tendineux du demi-membraneux, et ça faisait voluptueux, non? Vous voyez? 8 ans, 8e, oui, donc 9 ans. Et tout sortait comme ça, et il y avait des ficelles et tout. C'était extraordinaire. Donc, tout ça pour vous dire, n'est-ce pas, j'ai pris plaisir à vous raconter ça, évidemment, qu'ici, il y a un muscle complètement intégré dans celui-là. Quand vous caressez votre arrière-cuisse ou l'arrière-cuisse de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, c'est complètement homogène. Vous auriez un mal fou, n'est-ce pas, à croire que ce sont des muscles différents. C'est un tout parfaitement homogène. Vous allez voir sur les diapos, de toute façon, l'espèce de beauté plastique, n'est-ce pas? Mais il faut aller très loin dans le sentiment du plastique pour définir le genre de volupté qu'il y a à voir des muscles, non pas comme, n'est-ce pas, ces espèces d'horreurs détachées, etc. Non, au contraire, n'est-ce pas, c'est un tout homogène et ça continue. N'est-ce pas? Le tendon ici, c'est le tendon du demi-tendineux, n'est-ce pas? Donc celui-là, il n'y a absolument aucun problème. Vous le trouvez en dessous du couturier ici. Il y a 3 cordes ici. Le droit interne, le demi-tendineux, le demi-membraneux. Et alors, autre chose qui va très bien avec mon anecdote, n'est-ce pas, c'est qu'il y a un muscle qui embrasse celui-ci par le dessous et qui dépasse là, et qu'on voit sur le vivant, et qui crée, heureusement, une très belle asymétrie. Vous voyez? Il crée là une asymétrie, il déborde ici. Voilà, beaucoup moins, n'est-ce pas? Et son tendon vient un tout petit peu en avant du précédent. C'est l'un des 3 tendons. Voilà. Donc, ça vous fait une forme assez fantastique. Un tout homogène là, n'est-ce pas? Voilà. Qui se subdivise brutalement, d'où le plaisir qu'on va avoir à voir les jambes de Pelé tout à l'heure, n'est-ce pas? Et puis,
qui est qui est tellement imbriqué, n'est-ce pas? Les muscles sont tellement logés, levés, tout ce que vous voudrez, les uns dans les autres, que ça a une beauté absolument extraordinaire. Et puis alors, en plus, regardez, comme le faisait remarquer tout à l'heure madame, n'est-ce pas? J'avais trop rapproché les ischio-jambiers du tendon des jumeaux, mais là, j'aurais bien été obligé de m'en rendre compte. Il faut absolument que je fasse rentrer les jumeaux à l'intérieur des ischio-jambiers. On est d'accord? Et je crée un creux, enfin c'est le créateur qui a fait ça, qu'on appelle qu'on appelle en anatomie le creux poplité. Sur le vivant, il n'y a pas de creux poplité, c'est plein de gras, n'est-ce pas? Alors, chez l'homme, je crois que je ne peux pas remonter mon pantalon jusque-là. Chez l'homme, chez l'homme, vous voyez, c'est relativement discret. Chez la femme, c'est un caractère sexuel secondaire avec je vous montrerai une diapo tout à l'heure, n'est-ce pas? Les femmes sont extraordinairement caractérisées sexuellement au niveau du jarret, à tel point qu'à certaines époques, la mode, en ce moment, elle se découvre là, n'est-ce pas? Je m'arrête, j'en ai suffisamment parlé. Et souvenez-vous, il fut un temps où elles portaient des mini-jupes avec des bottes. C'était certainement pas pour nous montrer leurs genoux, ça, certainement pas, avec tout le bon. Mais en arrière, quand elles marchent, n'est-ce pas, un coup de jarret à gauche, un coup de jarret à droite, on ne peut que suivre, d'accord? Donc, ensuite, le couturier, n'est-ce pas? Si on y songe, on dit classiquement, le couturier est hélicoïdal. Il naît de l'épine antérieure et supérieure. Croise la cuisse à l'interne ici. Je crois que je vais vous en montrer dans les diapos, il n'y a pas de problème. Arrive sur la patte doigt là, mais souvenez-vous de nos dessins de la semaine dernière, passe en arrière du vaste interne. Donc, si on se retourne, il est là en arrière, sans début ni fin, n'est-ce pas? Donc, extraordinaire forme, sans début ni fin, il ajoute une courbe ici, qui ne manque pas d'allure non plus. Hein? Voilà. D'accord? Voilà, vous avez les ischio-jambiers, la pénétration des jumeaux, la pénétration des jumeaux dans les ischio-jambiers. Ah, ça marche très très bien. 6h20. Je vais donc terminer la partie supérieure, n'est-ce pas? Mais ça, nous savons ce que c'est, il n'y a pas de problème. Question concernant ce que je viens de traiter là, c'est-à-dire ce qui est le nœud du cours d'aujourd'hui. Je vais les traiter à droite, si vous voulez. Mais auparavant, question. Non? Bon. Ischio-jambier. De l'ischion à la jambe, n'est-ce pas? En créant cette fourche inoubliable. Et puis maintenant que je vous en ai parlé, mais vous le saviez certainement pour la plupart d'entre vous, votre regard ne pourra pas vivre sans. Alors, oui, je vais les placer là quand même. Hein. Donc, ici, la longue portion, la longue portion du biceps, n'est-ce pas? Le tendon du biceps, je l'ai fait en quoi? En vert. Le tendon du biceps, il faut viser la tête du péroné. Donc, le tendon du biceps, voilà, et le court biceps qui vise l'arrière de la ligne âpre, donc il va comme ceci, n'est-ce pas? Là, il s'étale un peu plus. Voilà, le voilà. Voilà, le court biceps ici. Ça vous va? Voilà, pas trop mal. Voilà. De l'autre côté, si vous voulez... Oh, j'ai oublié de parler de ça, hein, du creux poplité. Il ne faut absolument pas que j'oublie. Donc, de l'autre côté, je reprends mon idée de tout à l'heure, un tout homogène, n'est-ce pas?
dans lequel les muscles sont complètement intégrés les uns dans les autres, surtout pas une anatomie avec des trucs qui pendouillent. Alors ici, le tendon, il faut que ça aille à la patte doigt, ça va. Le tendon du demi-tendineux, le demi-membraneux qui déborde ici, n'est-ce pas? Qui déborde un peu là, surtout dans cette position. Voilà. Je peux vous le dessiner si vous voulez. À plat, il est comme ceci. Voilà. Voilà. C'est étrange d'ailleurs. Je l'ai mis en bleu. Hein. Oui, il a une loge creuse comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Mais voilà la dissection de demi-membraneuse, si vous voulez. Voilà. Son tendon est ici. N'est-ce pas? Voilà. Ici. Voilà. Voilà. J'ai au-dessus de lui, un demi-tendineux. Un demi-tendineux. Je vais le faire en orange. Un demi-tendineux que voilà. Ça veut dire semi-tendinosus, ça veut dire tout simplement moitié charnu, moitié tendineux. Je prends ça, n'est-ce pas? Je prends ça, je le mets là. Êtes-vous d'accord? Vous me suivez? Et voilà. Voilà les deux formes réunies telles que je vous les présente ici. On est d'accord? Je n'ai pas du tout envie de changer de couleur. Je le fais pour vous faire plaisir, mais je ne veux pas que ça se désintègre de la masse ischio-jambière en haut. Donc ça, qui se repère, qui se voit très bien sur le vivant, n'est-ce pas? C'est ceci. C'est ceci ici. Et puis, bien évidemment, le tendon qui est un peu plus plat, en fait, c'est un détail. Le tendon qui est un peu plus plat, un peu plus roulant d'ailleurs, aussi, passe ici. Et bien évidemment, il faut ajouter la courbure du couturier sans se laisser trop aller, voilà, sans début ni fin, venant s'insérer, on le voit un peu plus ici, sur la patte doigt sans tendon. Mais c'est très important tout de même dans le dessin du genou que cet arrondi de ce côté-là, n'est-ce pas, cet arrondi de ce côté-là, en contraste avec le tendu du côté externe. Ça marche ou pas? Question. Ça va? Betty, j'aurais vous aussi à vous parler. Je ne vous avais pas remarqué, mais j'aimerais bien que vous veniez me dire bonjour. Je vous écoute. Non, c'est le couturier. C'est le sartorius pour vous. C'est ça. Si je fais ça, il est là. D'accord? Si je suis de face, je ne le vois pas quand il est en arrière. Il est hélicoïdal. D'accord? Ça marche? Très bonne question. Si vous étiez perdu. Question? Non? Ça va? Bon. Alors, il ne me reste plus qu'à habiller. Alors, justement, ça tombe bien, Betty, on va mettre le vaste externe. On va mettre le vaste externe, c'est-à-dire ce que j'avais mis là en trois quarts un peu mollasse. Donc, on met le vaste externe. Je vais aller regarder quand même, parce que je voudrais voir si ce serait idiot d'abîmer. Puis j'aimerais bien que ce soit bien à sa place. Autre question? Non? Donc, oui, ça marche. Moins bien pour... ah bah oui, mais je n'ai pas mis les jumeaux sur la jambe à droite. Ah, le creux poplité, bon sang de bonsoir. Donc ça, je vous ai dit, c'est plein de gras chez la femme et plein de gras chez l'homme de façon moindre. Pourquoi y a-t-il ce gras? Oui, mais pas seulement. Oui, 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 très bien. Pour protéger les ligaments croisés, l'artère, le nerf sciatique, n'est-ce pas? Pour ceux d'entre vous qui se demandent s'ils ont oui ou non une sciatique, c'est assez simple. La douleur naît de là, descend ici, passe dans le creux poplité, c'est le, comment on dit, le symptôme, je ne suis vraiment pas médecin,
de symptômes évidents, etc. Et si vous voulez être sûr que vous avez une vraie sciatique, il y a un moyen très simple, ou que votre ami a une vraie sciatique, vous le couchez là tout du long, vous immobilisez votre bassin avec la main droite, vous lui demandez de tendre la jambe, mettons que ce soit la gauche, et tout doucement, vous montez la jambe complètement en rectiligne. À ce moment-là, vous faites une élongation du nerf sciatique qui, chez un homme d'1,80 m, atteint 8 cm. Quand vous étirez un nerf de 8 cm, si c'est une vraie sciatique, ça fait mal. Et ça fait mal en particulier dans le creux poplité, ça électrise toute l'arrière-jambe, etc. Donc, il y a là, alors c'est le coup de Jarnac, je ne sais pas Berthe si vous êtes amateur, mais Henri II, c'est un peu plus chic là, n'est-ce pas? Henri II a reçu un coup de poignard d'arrière en avant, dans le creux poplité, qui lui a coupé l'artère, et il est mort de cette façon, n'est-ce pas? Je ne sais plus très bien d'ailleurs si c'était en guerroyant ou par malheur dans un tournoi. Je ne sais plus très bien. Mais, donc, on appelle ça le coup de Jarnac, parce que ça s'est passé à Jarnac. Donc, ça consiste à couper, là, cette fois-ci, non plus le tendon d'Achille chez un cheval, mais les artères et les nerfs à cet endroit. Moyen fessier, mes amis, vous êtes d'accord? Petit fessier en dessous, on s'en fout, et paroi aponévrotique, je ne vais pas vous le redire, quand on marche, elle est extrêmement dure, quand on est en appui, c'est le cas là, évidemment, n'est-ce pas, puisqu'on tient en équilibre, c'est dur comme du bois, de l'autre côté c'est mou, patati patata. Donc, ensuite, que voulez-vous que je vous dise? Ah oui, oui, oui. Donc, le vaste externe. Voilà. N'est-ce pas? Surtout, bien en avant, hein, madame, la très bonne remarque de tout à l'heure, n'est-ce pas? Surtout bien en avant des ischio-jambiers, le vaste externe bien en avant. Et puis, bien évidemment, ici, il y a mon cher sillon sans nom, que j'ai appelé sillon de X, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas question de... Et alors, si vraiment je voulais être anatomiste, qu'à Dieu ne plaise, mais je l'ai fait un peu aujourd'hui, donc je peux vous le faire, n'est-ce pas? Là, il y a le grand... Voilà, je mets le tendon du grand fessier. C'est peut-être rigolo de le faire aujourd'hui. Le grand fessier profond, n'est-ce pas? Qui permet de mettre un portefeuille dans sa poche, n'est-ce pas? Et le grand fessier profond qui prend les ligaments ici, qui se retourne et qui fait le haricot qu'on voit donc, je crois, chez les gens qui serrent les fesses. Enfin, c'est tout de même une situation assez rare, non? Et, n'est-ce pas? Et puis chez les danseurs qui marchent, là, ça m'obsède tellement je trouve ça laid, n'est-ce pas? Et au-dessus, vous avez le grand fessier superficiel, n'est-ce pas? Qui est une simple feuille qui descend, comme chacun sait, oh là, beaucoup trop mou, qui descend, comme chacun sait, tendre le fascia lata. Voilà. Ça va? Alors attention, que ça ne revienne pas en avant, que ça reste derrière les ischio-jambiers. Et que je nettoie. Formidable, monsieur Yacoub. Donc, et que je nettoie ici. Alors, vous me direz, de bord, il y a un trou. Oui, oui, je sais. Hein. Alors là, vous pouvez me remercier, parce qu'il y a des tas de petits muscles qui permettent aux animaux qui ne se tiennent pas debout, n'est-ce pas, qui se tiennent comme ceci, de tenir debout. C'est-à-dire des équivalents du moyen fessier, qui sont bien évidemment très importants chez eux, n'est-ce pas, à chaque animal se tenant avec le kangourou, je ne sais quoi, avec une inclinaison particulière, il y a un équivalent du moyen fessier qui est équilibrateur du bassin. Ces muscles, on les appelle, ça va, je ne vous saoule pas trop, pelvis, le bassin, pelvis, trochanterien. N'est-ce pas? Ce sont des petits muscles. Alors chez nous, le pelvis trochantérien dont nous avons le plus besoin, les pelvis trochantériens dont nous avons le plus besoin,
sont le petit fessier et le moyen fessier superposés dans la station droite, ceux que j'ai mis là, n'est-ce pas? On ne les voit pas très bien, vous me direz, mais je n'ai pas voulu, voilà, je n'ai pas voulu utiliser trop de couleurs, etc. Et là, vous avez le grand fessier qui rejoint le fascia lata. Donc, à la rigueur, ici, vous pourriez avoir des muscles profonds. Mais ben, moi, ça ne me gêne pas du tout, d'autant plus que chez la femme, en cet endroit, vous avez de la graisse. Là, vous avez, si nous traçons la ligne, n'est-ce pas, le rafet qui unit le coccyx à la symphyse pubienne, le trou du cul étant là, n'est-ce pas, nous avons donc la graisse ici, la graisse fessière, périanale. Bon, on peut penser qu'il y en a un petit peu là, et voilà, le tour est joué, n'est-ce pas? Donc, ce qui nous manque plastiquement, c'est peut-être, n'est-ce pas, de donner, vais-je pouvoir le faire intelligemment, de donner les jumeaux là parce que ça manque. Qu'est-ce que c'est que ce truc rose là? Ah, ça veut être les fléchisseurs. Donc il faudrait donner le solaire. Oui, on va le faire. Il faut donner, oui, les moins 25, c'est bon. Voilà, le solaire, n'est-ce pas? Alors ensuite, comment ça se passe? Le solaire, il remonte par là. Oui, bon, c'est assez juste. Le solaire serait comme ceci. Voilà, hein? Comme ceci, très en raccourci. Voilà. Avec son arborescence qui remonte comme ceci. Voilà. Et on aurait le jumeau. Alors, il vaut mieux que je dessine le tendon. On aurait le jumeau interne ici. Je vais me servir de fusain pour que vous puissiez lire. Le jumeau externe, le jumeau externe là. Le tendon du solaire ici. Il faut que j'aille voir. Hein. Je mets 2 coups de fusain pour avoir le raccourci des jumeaux, si j'y arrive. Et il faut les glisser dans les ischio-jambiers. Ça aurait pu être mieux. C'est un peu tard. Hein. J'aurais mieux fait de le faire avant. J'aurais été plus en équilibre. Voilà. Je crois que là, il ne faut pas que je déborde trop. Et puis, je crois qu'hélas, il faut un jambier antérieur, sinon ça ne marche pas. Pas trop. C'est très, très difficile de dessiner le nez sur le tableau, un raccourci de jambe. Ordinairement, je pourrais m'en sortir, mais je m'y prends trop tard et je suis fatigué. Donc, le jambier antérieur, il vient s'insérer. Oui, ça donne une courbe douce, là. Donc, ma malléole est là, il passe devant, et il vient là. Donc, ça doit donner un peu d'arrondi, etc. Bon, je n'ai pas envie de dessiner, ça n'apporte rien. Je crois que je dessine les muscles là-haut. Il y a peut-être une chose qui peut gêner, c'est qu'il y a un arrondi là qui n'est pas très juste. Voilà, il vaut mieux là être sec, surtout pas jouer la fesse. Ah ben oui, mais c'est le grand fessier profond. Voilà. Et revenir avec le gras, n'est-ce pas? C'est le gras qui empiète sur le muscle. Et je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure là-bas, quand vous dessinez une fesse, vous avez ces 2 lignes-là. Ça marche ou pas? Question? Non? Je regarde, je vois s'il y a quelque chose à sauver. Et puis nous passons au diapo et je vous ai offert un cadeau. Enfin, et à moi aussi. Absolument somptueux. Une peinture très peu connue. Oui, mon cher Jean-Max. C'est un homme quand même. C'est un homme quand même. Je ne sais pas. Un peu de droite interne, si tu veux. Mais je crois que ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça n'ajouterait pas plastiquement à la chose. Je peux t'en mettre un peu. Un peu. Et là, j'avoue qu'il doit y avoir un morceau de droite interne là. Qu'est-ce que j'ai dit? Droite interne? Non, certainement pas.
je confonds tout, de grand adducteur. Un morceau de... Mais je ne pense pas que ça ajoute au caractère de la forme. Hein. Si tu veux, tu en mets un peu, si tu en as besoin. Mais vraiment très en retrait en plus. Hein. Là, oui, on pourrait aussi. Mais voilà, j'ai plutôt envie de m'arrêter là. D'accord ? Question, parce que je trouve que c'est ce qui structure. Question. Diapo. Alors, mon dernier cours a lieu mardi prochain. Le jeudi suivant est férié. Donc, c'est fini, fini, fini. Je n'enseignerai plus. Et ne me plaignez pas, j'en suis ravi. J'aimais beaucoup enseigner, j'éprouve beaucoup de... Mais ne vous inquiétez pas. Je vais pousser ta veste, Jean-Max. Hein, je la mets là. Ça va ? Alors, voilà un sillon de X magnifique qui sépare le vaste externe du biceps, n'est-ce pas ? Et là, vous voyez le petit méplat. Vous voyez très très bien le court biceps. Le petit méplat que vous avez là, ici, là, et là, on voit presque les fibres. Et pourtant, vous savez, c'est une image pleine de trames que j'ai prise dans une revue de sport. Eh bien, le court biceps, c'est le plat que vous avez là. Ça, c'est le vaste externe, bien évidemment. Diapo suivante. Les voilà un instant plus tard, n'est-ce pas ? Ça, c'est du gracilis, du droit interne. Je ne l'ai pas mis ce soir parce que dans la vue que j'avais, il ne comptait pas. Et vous voyez, c'est drôle, on voit les deux muscles équivalents. Ça, c'est du fascia lata. Là, on le voit très, 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 très bien. D'accord ? Et ça, c'est du court biceps, indépendant, tout d'un coup. Là, on lui demande quelque chose et il est tout seul. Là. D'ailleurs, on le voit là aussi. Et alors, regardez comme une chose que je ne dis jamais assez, comme ça se continue dans la jambe. Hein. Tout se continue, tout s'enveloppe, tout s'imbrique. Diapo suivante. Alors, oui, c'est pour vous. J'ai parlé du sillon de X l'autre jour. C'est complètement idiot. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé tout ça. C'était drôle, n'est-ce pas ? C'était marqué revue de l'athlétisme, Strasbourg-Paris à pied, 500 km à pied. N'est-ce pas ? Pour parcourir 500 km à pied, il faut avoir des sillons de X extrêmement profonds, n'est-ce pas ? Révélateurs d'une décontraction des muscles tout à fait considérable. C'est fou de penser... Bon, d'accord, on est sous vide, hein, à part le tube digestif, entre la bouche et le trou du cul. Mais c'est tout de même fou de penser que le vide appelle autant la peau. Hein. Ça prouve qu'il est totalement décontracté. La preuve, regardez son vaste interne, il y a un bourrelet susrotulien qui a l'air d'attendre. Tous les muscles sont décontractés. On a l'impression qu'il ne faut rien. En fait, il fait 500 km à pied. Diapo suivant. Il est perdu, là. Il ne sert à rien. C'est le sillon qui tient tout. Non, il est là, mais il est perdu. C'est la loge qui tient tout. Et le couturier, vous voyez, il passe là. Hein. Pardon, excusez-moi. Il passe là. D'accord ? Diapo suivante. Voilà, regardez. C'est un court biceps, ça. Et tout le reste, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quand vous caressez ça, la main ne sursaute pas. Ça ne fait pas glouk, 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 glouk. Ça fait ouf. D'accord ? Et ça crée l'émotion, évidemment, n'est-ce pas ? Tandis que si c'était subdivisé, ce ne serait pas possible. Quoi. Et alors, une chose fantastique, c'est que, ça aussi, c'est une bonne occasion ce soir,
avant de nous quitter, c'est que regardez, le court biceps fait presque, comment dirais-je, un croissant, une serpette avec le long péronnier latéral. Hein. Donc, il y a des connivences de muscles au travers des régions que nous étudions, bien évidemment. Là-bas, c'est Betty. Là-bas, c'est un couturier. D'accord? C'est tout de même très beau de voir le côté plat du couturier, quoi. Diapo. Voilà, sublime, non, sublime. Les ischio-jambiers, n'est-ce pas? Ça, c'est pour te faire plaisir, cher Jean-Max, c'est du droit interne. De l'autre côté, je me trompe à nouveau, du grand adducteur. Et regardez la beauté du grand fessier, là. C'est quelque chose quand même, non? Ça, c'est du sillon de X, ça passe là-dessus, vaste externe. Tenseur du fascia lata coupé en deux, ce que Michel-Ange n'a jamais voulu comprendre. Il a mis 2 muscles à la place, mais là, on comprend, non? Parce que c'est bridé par le pli de flexion. Et voilà. Et c'est beau de voir les jumeaux glisser dans les ischio-jambiers, entre les ischio-jambiers, devrais-je dire. Et ça, mes amis, ce n'est pas le creux poplité. Hein. Le creux poplité, c'est en profondeur, noyé de gras, pour protéger l'artère. Ça, c'est un creux créé par le bras de levier des tendons ischio-jambiers. Ça va? Ça va. Diapo. Voilà, voilà. Et sublime, non? Il y a les ischions là-haut, biceps, demi-tendineux, et regardez le demi-membraneux en dessous. Et puis alors le bras est d'une beauté aussi, là, la crête cubitale, etc. Là, c'est une photo fantastique pédagogiquement. Diapo suivante. Et voilà. Il y a malheureusement une ombre là qui gêne ici, mais regardons ça. Regardez comme c'est plein de gras, n'est-ce pas? Comme les genoux de la femme regardent en dedans, les jarrets regardent en dehors, évidemment, du fait du génuvalgum, n'est-ce pas? Donc, ça fait un paquet de gras autour du couturier. Quand elles ne l'ont pas, n'est-ce pas? Quand une ne l'a pas et que l'autre la regarde, elle dit « tu as vu, elle a les genoux cagneux », n'est-ce pas? Mais quand vous leur dites que c'est du gras, elles sont furieuses. Bon, peu importe, c'est pas grave. Ça, c'est le tendon du demi-tendineux, ça, c'est le tendon du demi-membraneux, qui sont en creux dans le gras, n'est-ce pas? Et ça, c'est le gras du creux poplité, les jumeaux, etc. Donc, c'est devenu une forme beaucoup plus douce, beaucoup plus asymétrique. Les jarrets regardent complètement en dehors, d'où le plaisir qu'on a à regarder, un plaisir voilà, émouvant, qu'on a à regarder cette région lorsqu'elle est découverte chez une femme qui avance. Je vous dis, cette ombre-là gâche tout à gauche, mais on s'en fiche. Diapo suivante. Alors voilà le monstre, n'est-ce pas? Voilà tout ce que je hais. L'anatomie à l'état externe, n'est-ce pas? Mettons au point, je ne sais pas si c'est au point. C'est au point, pas au point? Bon, c'est tellement là. Diapo suivante. Elle s'appelle Su-Han. Voilà, en voilà une autre. Regardez ces ischio-jambiers. C'est bien ce que je vous disais. Est-ce que ça a la moindre volupté d'avoir les muscles détachés? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les jumeaux qui rentrent. Regardez les ulcères variqueux. Elle en a plus que moi. N'est-ce pas? Regardez le solaire comme il est laid. Même les chaussettes deviennent laides. Regardez le grand fessier, le moyen fessier. Avouez que c'est vraiment j'ose pas dire de la morphologie, c'est de l'anatomie de bazar, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui aiment ça. Diapo suivante. Je vous l'ai redonné une dernière fois, petit cadeau avant de partir, n'est-ce pas? Des seins, évidemment, en tout ce que vous voudrez, sauf en gland de mammaire, n'est-ce pas? Une prothèse assez mal faite, hein, il faut bien dire. Ça, on a l'impression que c'est posé là comme par hasard. Donc, si vous retirez les seins, vous avez un écorché vif et incontestablement un usage de produits dégraissants tout à fait prohibé, n'est-ce pas? Au point que si c'était du cinéma, on verrait l'artère battre, etc., etc. Voilà ce que c'est qu'un angle de Scarpa, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de gras dedans, c'est proprement dégueulasse, quoi. D'accord? Je ne parle pas de tout ça, c'est dégoûtant, n'est-ce pas? Voilà où ça mène, c'est pratique. Regardez cette cuisse. En fait. Comment? Ah ben ça, les couturiers, on les voit. Ah ben ça, pour voir des choses, on les voit. Diapo. Et voilà, au début de ce genre, je ne vous ai jamais montré cette image, je crois, ou je ne l'ai pas montrée depuis très longtemps, mais vous voyez celle-là qui commence, c'est dans le même journal, hein, je crois,
qui commencent la pratique ne sont pas encore trop abîmés, il reste du gras ici ou là. Mais vous voyez, on commence à voir des grands droits dégraissés, il n'y a plus de périombilical. D'accord? Diapo suivante. Ah, ça, c'est pas la beauté, ça. Moi, ça me fait penser à l'orige de Delphes, vous savez, qui est un bronze. Ben voilà, je trouve ça aussi beau. Et puis, alors, tout mon cours se résume, n'est-ce pas, à ça, les courbes. Diapo suivante. Et voilà, aidez-moi, comment s'appelle-t-elle? Marie-Josée Pérec, merci. Voilà son tendon du biceps, son court biceps. Ça, c'est le vaste externe dans sa loge avec l'arrière du fascia lata. Un tenseur hyper discret. Voilà. Le couturier, on ne le voit pas passer. Donc, en fait, cette grande sportive, elle a suffisamment de panicule et d'hypeux pour ne pas être le moins du monde viril dans les formes. Diapo. Alors que quand elle est en contraction, ça surprend. Vous voyez, par exemple, là, mais il suffit qu'elle dégraisse un tout petit peu pour... Je ne vous ai pas mis une diapo très triste où on la voit complètement dégraissée. Vous savez, dans ces périodes de déprime, voilà le tenseur du fascia lata, voilà le moyen fessier, voilà le grand fessier, on le voit bien là. Et là, vous avez fascia lata et biceps, l'un en avant de l'autre. D'accord? Voilà tes adducteurs, cher Jean-Max. Hein? Ça, c'est incontestablement du grand, mais c'est très rare de le voir. Le couturier a disparu. Ça, c'est l'endroit où on rentre pour faire des arthroscopies. Oui, voilà, entre le couturier et le vaste interne. C'est très rare de le voir aussi nettement. Diapo suivante. J'aime beaucoup plus la suivante. Ah non, c'est pas celle-là. Tenseur du fascia lata coupé en deux par le pli de flexion, sillon de X, vaste externe, biceps, etc. Diapo suivante. Voilà, c'est celle-là qui fait mon enchantement. N'est-ce pas? C'est pris dans une couverture de quotidien, j'ai caché, voilà, et regardez la beauté des cuisses sous l'effet de la joie. La simplicité des grandes localisations graisseuses, tout d'un coup on se dit, mais elle est grasse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, elle est heureuse. Donc quand une femme est heureuse, le gras vient en avant, quoi. N'est-ce pas? C'est une espèce de sourire de la forme, de douceur de la forme. Regardez comme elles sont, mais j'avais demandé à ce qu'on éteigne les portables. Vous me foutez mes vidéos en l'air. Non seulement, bon, je me calme. C'est pas gentil, c'est même pire que ça. Ben oui. Diapo suivante. Voilà, diapo suivante. Quelle heure il est? C'est un peu juste. Voilà Jacques Callot. Et dans les dessins, dans les feuilles de Jacques Callot, on trouve des schémas d'écorchés d'après l'écorché de Cigoli. Je ne vous l'ai pas sorti. Allez vous promener à Florence au Bargello, vous verrez les écorchés de Cigoli. Diapo suivante. Je vais être forcé de les... Voilà, on voit même des aplombs style écorché, n'est-ce pas, dans des endroits les plus fous avec lui. Diapo suivante. Je vais passer à... Ah non, diapo précédente. Là, c'est très très bien marqué. Berthe, trop rond là, n'est-ce pas? Mais c'est tout de même la hanche qui est ici, la rotule qui est là, le talon qui est ici, et voilà le tendon du gastrocnémien dit qu'on pourrait comparer au tendon d'Achille. Ça marche? C'est là qu'il coupait. Ça marche? Diapo suivante. Voilà, vous voyez, on trouve des tas de petits dessins d'écorchés, diapo, visiblement en plâtre, cassé, diapo. Et voilà, partant de là, vous voyez des aplombs très drôles, très charmants. J'ai pensé à lui parce qu'il y a un joli livre qui vient de paraître que j'ai vu en vitrine chez Fischbacher, rue de Seine. Et quand on sort des dessins de lui, c'est toujours un enchantement. Diapo suivante, c'est donc le grand graveur lorrain ayant vécu à Florence. Vous voyez ? C'est très, très charmant. C'est un enchantement. Regardez les contre-courbes, là, c'est de la folie. Diapo suivante. Diapo suivante. Ce sont des tout petits dessins, 7 cm. Diapo suivante. Alors, on peut trouver ça léger. Ben, moi, je trouve ça admirable. Diapo suivante. Voilà.
Vous voyez, c'est vraiment de la morphose, il n'y a pas de modèle, il n'y a rien de tout ça, ça sort et hop, en avant-marche. Diapo suivante. Grâce aux écorchets qu'il a étudiés, on a l'impression qu'il a suivi mon cours. Vous voyez, et regardez ça, c'est fantastique l'écriture aussi. De désinvolture avec une présence des formes qui est extraordinaire. Et là, c'est rigolo, dans la caricature de lui-même, enfin de son dessin. Diapo suivante. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Si ça ne tient pas debout, hein. Diapo. Admirable. Hein. Récurvatum, il y a un plaisir, puis la gueule est magnifique avec ses 3 points d'écriture. Diapo. Diapo. Donc, il a vécu en Lorraine à l'époque des guerres de Lorraine, il est parti. Vous savez que les Georges de la Tour de la première période, ceux où il n'y a pas de bougies, ont disparu pour la plupart du fait des guerres de Lorraine. Donc, lui est parti vivre à Florence, qui dépendait de la Lorraine à cette époque-là. Voilà, diapo suivante. C'est pour ça que tous ces dessins... Alors voilà, il s'intéresse aussi beaucoup aux malheureux difformes, diapo, et vous allez voir comme il les équilibre. Regardez ça. C'est à la fois monstrueux et superbe, non, dans les aplombs. Diapo. Diapo. J'ai vu un film un jour sur les rues de Bombay où on voyait des gens difformes comme ça, n'est-ce pas? Diapo suivante. Le crâne, là, est inouï. C'est vraiment le plaisir du dessin. Quand on regarde des dessins de Callot, des gravures de Callot, c'est vraiment le plaisir. Diapo suivante. Voilà, ça c'est... J'aime beaucoup plus le dessin préparatoire que la gravure définitive. C'est l'autoportrait aux escargots. Vous voyez où il se dessine, clignant de l'œil, la main en avant, etc. Et moi j'aime... Bon, il y a un petit chat qui est posé sur sa main gauche, là. Essayez de le voir un jour bien reproduit. C'est pas mal, là. Hein. Mais je le trouve extraordinaire, ce dessin. Un peu chileux, se regardant dans son miroir, n'est-ce pas? Diapo suivante. J'adore ça. Ça vous paraîtra peut-être très superficiel, mais je trouve qu'il y a à la fois une mélancolie dans le regard de cet aristocrate, un aigu dans le trait. Je trouve ça magnifique. Magnifique, la fosse orbitaire, enfin, magnifique. Presque aussi beau qu'un Velázquez, je trouve. Diapo suivante. Alors voilà, je vous offre un cadeau et je vous propose une promenade. Ça va être un peu rapide. Mettons au point, monsieur Yacoub. Vous connaissez la Pietà d'Avignon? Eh bien, à Avignon, de l'autre côté du Rhône, mettons au point si on peut, il y a Villeneuve-les-Avignon. Et dans ce musée de Villeneuve-les-Avignon, c'est pas au point, hein, c'est vraiment au point. Ma diapo est bonne. Donc, dans ce musée de Villeneuve-les-Avignon, il y a un grand vide sur un mur parce qu'ils attendent que revienne la Pietà qu'on leur a volée au début du XXe siècle. Par contre, du même peintre, Enguerrand-Charton, ils ont gardé le couronnement de la Vierge. Si vous passez à Avignon, traversez le Rhône, c'est beaucoup plus calme de l'autre côté. La Chartreuse est sublime, et vous avez ça dans le musée, n'est-ce pas? Et c'est un musée petit, délicieux, oublié la plupart du temps des touristes, évidemment, étant donné la puissance d'attraction d'Avignon. Diapo suivante, vous allez voir, c'est de la folie. Le tendu de la colombe, c'est pas au point. Diapo suivante, on va passer. Regardez ça. Les mains. Diapo suivante. Diapo suivante. C'est simplement pour vous dire d'y aller. Tout mon cours est résumé dans des choses comme ça, n'est-ce pas? Le tendu de la forme, l'aristocratie du dessin. Diapo suivante. J'ai l'air de quoi aujourd'hui? Diapo. Regardez ça. Voilà. Mettons au point. L'aile, là, mais c'est le tendu absolu, quoi. Diapo suivante.
C'est tout ce que j'ai essayé de faire comprendre avec des couturiers, des vastes externes, des bouddhas, etc. Même le cheveu, là, ça a une gueule. Diapo. C'est donc du même peintre que la Pietà d'Avignon. Hein. D'ailleurs, vous reconnaissez le style. Là. Diapo suivante. Diapo suivante. C'est un tableau inusable. Voilà, inusable. Vous pouvez le regarder pendant des heures. Ce n'est pas au point. Diapo suivante. Il y a un petit détail. Alors voilà. En bas, il y a tout un paysage autour d'une crucifixion. Mettons au point si on peut. Voilà, c'est mieux. Continuons. Diapo suivante. On se promène en bas maintenant. Oui, c'est inusable. Tous les regards possibles, de loin, de près, toutes les visions fantasques, sérieuses, religieuses, profondes. Diapo suivante. Et là-bas, c'est la montagne Sainte-Victoire. Diapo suivante. Pardon, diapo précédente. Et ça, c'est la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, entourée de ses remparts. Diapo suivante. C'est somptueux, ce panneau. Diapo suivante. Que voulez-vous rêver de mieux? Mettons au point. C'est fait du bout du pinceau. Hein. Les petites taches rouges, les petites taches noires. Lui qui a été tellement tendu, etc. Là, dans le bas, des choses un peu minuscules comme ça. C'est ravissant, c'est ravissant. On a envie de l'embrasser. Quoi. Diapo suivante. Mettons au point. On a presque fini. Voilà. Voilà. Diapo suivante. Une rue en fuite, comme ça. Diapo suivante. Le marchand de chaussures et chaussettes, là. Une amie à moi m'expliquait l'autre jour que, moi qui aime tellement les enseignes et qui prétend peindre plutôt des enseignes qu'autre chose, qu'autrefois, les peintres d'enseignes, on les appelait des imagiers, Y-M-A, etc. Ben, je me sens très imagier, et ça, j'avoue que je me sens très très proche de tout ça. Diapo suivante, très heureux de... Regardez ça. Diapo suivante. Pour finir, 3 détails, j'aurais pu m'abstenir. Bon, enfin, allons-y, diapo suivante. Je reviens à la... Voilà. Diapo suivante. C'est fou, il n'y a pas un brin de mollesse. Voilà, bonne soirée. Donc, c'est de l'autre côté du Rhône. Hein, vous êtes à Avignon, vous traversez. Quand vous en avez marre de la fréquentation d'Avignon, vous traversez, vous êtes dans la Chartreuse, il y a le petit musée, c'est extraordinaire.